Bonjour à tous, aujourd'hui je fais une petite vidéo pour répondre à vos questions si vous voulez préparer un voyage au Japon notamment pour la première fois. Je vous ai posé une sorte de FAQ sur Instagram et j'ai souvent les mêmes questions qui reviennent, donc c'était plus facile pour moi de vous faire une vidéo complète, je l'espère, en fonction de vos besoins. Aujourd'hui on va aborder des thèmes notamment qui peuvent être stressants quand on prépare un voyage, où est-ce que je retire l'argent, comment je fais pour internet, les transports ça se passe comment, où dormir. Bon voilà, il y a pas mal de questions comme ça. Et je vous propose de commencer dès maintenant. Ok, question numéro 1. La première question, c'est comment faire avec l'argent sur place? Est-ce qu'on retire ou pas avant de partir? Alors, pour avoir fait l'expérience plusieurs fois, avant de venir, moi, la première fois quand je suis venue au Japon, j'avais retiré de l'argent en France. La deuxième fois, j'avais retiré sur place, mais à l'aéroport. Et après, je me suis plus fait avoir, entre guillemets. Je vous donne mes conseils. Je précise aussi qu'il n'y a rien qui est sponsorisé. Je n'ai de partenariat avec personne. Donc, ce que je considère qui a marché pour moi, en tout cas. Je préfère quand même le dire. Ce qu'on fait, ce qui marche un peu le mieux pour nous, c'est d'avoir une carte type Revolut et Boursobank. En fait, on ne retire rien au préalable, ni même sur place avec l'échange. On le fait directement au Japon dans des ATM, donc je vais vous expliquer. En gros, sur place, quand vous arrivez au Japon, vous n'avez pas besoin de liquide directement. Je veux dire, quand vous êtes à l'aéroport, vous récupérez vos bagages, vous devez prendre le train pour rejoindre votre hôtel. Et pour ça, vous avez une carte, donc Revolut notamment, où en fait le taux de change est très faible par rapport à ce que votre banque, je sais pas, type Société Générale peut vous imposer. C'est assez intéressant et ça ne vous coûte pas plus à avoir cette carte. Donc en gros, moi j'ai gratuitement fait ma carte Revolut, elle est sur mon téléphone et je l'ai en physique, mais je l'ai jamais reçue en physique donc c'est pas grave. Il faut payer 5 € pour l'avoir, que je n'ai pas eu. Je suis un peu nulle pour expliquer ça parce que j'ai délégué ça à mon copain et je vais lui passer le micro comme ça, vas-y. En gros, votre carte Revolut, quand vous allez la commander, ça va vous coûter de mémoire 5 euros. Elle est valable pendant 5 ans et il n'y a aucun autre frais par la suite. Dès que vous serez dans des ATM au 7-Eleven ou autre, ça vous coûtera les 220 yens d'utilisation de la machine, donc on parle de 1,20 € et vous avez un des meilleurs taux de change du marché dans les banques en ligne. Revolut, ce qu'il faut savoir, c'est que les retraits sont gratuits jusqu'à 200 euros. Au-delà de ça, vous avez ensuite des frais qui s'appliquent sur les retraits, mais encore une fois, c'est dérisoire et vous allez clairement vous y retrouver. On a une autre option qui est Boursobank, et là c'est la même chose. La carte est gratuite. Pendant le mois, vous devez faire une seule utilisation de la carte et elle n'est pas payante, sinon c'est 8 euros si pendant un mois vous ne l'utilisez pas. Et en termes de dépenses, le plafond est plus haut. Vous avez le droit jusqu'à 1000 euros de retrait, si je dis pas de bêtises, avant d'avoir également une petite taxe entre guillemets qui s'applique, pardon. Et voilà, c'était le point finance que je n'ai pas géré du tout. En gros, juste pour vous expliquer un petit peu, la dernière fois, moi, j'avais sur moi en liquide 1000 €, je crois que j'avais pris. J'avais fait l'échange, en fait, à la sortie de l'aéroport. Sur 1000 €, tu perds, franchement, enfin, tu perds avec le taux de change qu'ils font sur place. J'avais perdu plus de 100 € là-dessus. Alors que si j'avais retiré, comme on vous l'a expliqué avec Revolut, dans un convenience store, j'aurais pas perdu cette somme-là. Au Japon, vous avez les combini, donc les convenience stores en anglais. Il y en a partout. Donc vous savez, c'est les Lawson, 7-Eleven, Family Mart. Quand on vous dit que littéralement vous sortez sans abuser dans les villes, hein, on parle pas des villes à la campagne bien sûr, mais vous en avez à chaque coin de rue. Des fois, t'as un Family Mart, un 7-Eleven en face ou côte à côte. Vous en avez vraiment partout et en général, mais 99% du temps, selon mes sources, vous avez des ATM, en fait c'est écrit en gros ATM, et vous avez les machines où vous pouvez retirer. Vous en faites pas, peu importe où vous êtes en général, vous avez l'option pour traduire à minima en anglais, et si vous voulez dans les 7-Eleven, vous avez même l'option pour traduire en français si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, donc c'est quand même une solution qui est bien. Donc si on résume tout, je dirais de se pencher vers une carte type Revolut, ou Boursobank, de faire ses premiers achats, c'est-à-dire la seule chose que vous avez besoin d'acheter une fois que vous arrivez au Japon, c'est la carte de transport, on va en parler juste après, que vous pouvez payer justement avec la carte bleue. Une fois que vous avez déposé vos bagages à l'hôtel, la tête tranquille, vous allez dans un 7-Eleven, dans un Lawson, dans un Family Mart, peu importe, et vous retirez votre argent dans un ATM. Voilà. La deuxième question, comment faire pour Internet? On a essayé aussi plusieurs choses. Alors, je sais qu'il y a pas mal d'influenceurs qui donnent des codes promo pour des eSIM, etc. Vous m'avez demandé un avis sur ça, honnêtement, je n'en sais rien parce que ce n'est pas ce que j'utilise, donc je ne veux pas parler de quelque chose que je ne connais pas. Nous, on a essayé plusieurs choses, notamment la Pocket Wi-Fi.
Sur place, en fait, quand vous arrivez au Japon, à l'aéroport, vous avez le service de Pocket Wi-Fi, comme son nom l'indique, une Wi-Fi de poche. Et en fait, on avait payé trop cher pour notre usage. Donc en fait, on était venu 3 semaines, on savait même... En plus, on était un peu paniqués parce qu'on savait pas combien de gigas on voulait, combien on allait consommer. Donc on a paniqué, je crois qu'on a pris le truc le plus cher, c'était excessivement cher. Donc on s'est dit, ok, là ça va pas du tout, on va se diriger pour un prochain voyage vers une eSIM. Et on est passé par Japan Experience. Quand vous allez sur le site de Japan Experience, vous avez des propositions d'eSIM, enfin de forfait en fonction de ce que vous voulez en termes de gigas, etc. On a souvent, enfin tout le temps, choisi en fonction de nos besoins. Il faut savoir qu'au Japon, vous avez quand même de la Wi-Fi accessible. Quand vous allez dans les centres commerciaux, vous avez des panneaux avec le nom de la Wi-Fi. Dans certaines gares, dans certains coins, vous avez spot Wi-Fi, etc. Je pense que si vous vous arrangez un petit peu en avance, vous pouvez même voir où est-ce qu'il y a des spots Wi-Fi. Donc surtout si vous êtes à Tokyo, Osaka, etc. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est prenez pas non plus 1 milliard de gigas d'internet, ça vaut peut-être pas la peine. Et un élément, ça dépend beaucoup de comment vous voyagez. Par exemple, si vous êtes un groupe de 20, de 15, de 10, c'est peut-être intéressant de voir en amont les prix d'une Pocket Wi-Fi, voir si vous la divisez par 10 avec beaucoup de gigas, si c'est intéressant ou pas. Mais en général, quand on est 2-3, on n'a pas besoin de beaucoup de gigas, ça c'est sûr et certain. Voilà, j'espère que c'est clair. Une question qui peut être un peu stressante, je l'entends, parce que j'étais pareil. Comment est-ce que fonctionne le train au Japon? Alors il y a un truc qui est super et qu'on devrait avoir, je pense, ou pas, je sais pas, mais en fait c'est comme, vous savez, la carte Navigo qu'on a en Île-de-France, enfin la carte, je connais pas d'autres noms ailleurs que l'Île-de-France, mais la carte qui vous permet de voyager dans tout un secteur, bah, au Japon, elle est en général valable dans tout le Japon. Presque. Presque. C'est-à-dire que si vous avez cette carte-là à Tokyo, vous allez à Osaka, c'est pareil. Si vous allez à Osaka, vous allez à Hiroshima, et ben elle est valable. C'est vraiment super. Ça peut être valable aussi bien parfois dans les trains que dans les bus, etc. Vous arrivez à l'aéroport, vous vous dirigez vers la borne, hop, vous avez l'option aussi pour traduire en anglais, il n'y a pas de problème. Au Japon, ils appellent ça une IC card. Dans les IC cards, c'est un peu compliqué, ça fait un peu mal à la tête, mais vous avez un système de passe-mots, vous avez une carte qui s'appelle Suica, vous avez une carte, voilà, vous avez plusieurs types de cartes. Honnêtement, on a tout essayé. Enfin, pour un usage touristique, on voit pas trop de différence particulière, c'est les mêmes tarifs. Vous payez quelques euros la carte physique. Je ne l'ai jamais mis sur mon téléphone. Je sais qu'il y en a qui le font. C'est bien. Moi, je l'ai jamais fait. Ça fait un petit souvenir en plus, je trouve. Vous la rechargez. Nous, on la recharge 5000 yens par 5000 yens. Pour vous dire, c'est à peu près une vingtaine d'euros, grosso modo. C'est juste que si jamais on la perd, flemme d'avoir 100 euros sur la carte et on a perdu la carte. Le truc à savoir, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'abonnement. Hein, on peut pas prendre un truc au mois ou à la semaine. Nous, on l'a jamais fait en tout cas. Et il n'y a pas de plafond. Je sais que dans certains pays, vous avez un plafond. Si vous avez, je sais pas, dépensé pour 15 euros, hop, la carte elle se bloque et puis c'est le plafond de 15 euros. Là, il n'y a pas. Hein. Si vous faites 100 euros dans la journée, c'est possible. Si sur votre carte il vous reste que 5 euros et que votre trajet vous coûte 5,50 €, vous bipez, hop, la porte elle va se refermer. Vous avez juste un système de adjustment pour les bilingues. Je sais pas comment dire en français. Ajustement. Il y a un truc pour être au Japon depuis un moment que je ne comprends pas dans les transports en commun, c'est que parfois vous avez un transport en IC card valable et que vous changez de train dans la même gare, vous passez un autre train sans sortir de la gare, c'est ça que je veux dire, et la IC card n'est plus valable. Je comprends pas trop, je comprends pas toujours ce qui se passe, mais ne vous en faites pas. En fait, ce qui est pas mal, c'est que vous savez, je ne dis rien de mal de la fin, ça c'est pas du tout ce que je veux dire, mais parfois en France, on est dans des gares, on est là en mode, il y a personne, tu sais, les guichets sont fermés et tout. Au Japon, dans une gare, je parle pas d'une gare de campagne, vous avez toujours une personne au moins qui peut vous aider si vous êtes en galère et tout. Donc il y a pas de stress à avoir. Si jamais vous faites une erreur, ils le comprennent, enfin ils vous ajustent un truc ou au pire ils vous demandent de payer, mais il n'y a pas de truc à mal faire quoi, je pense qu'ils ont l'habitude. Et même pour vous dire, une fois dans une gare on comprenait rien et les japonais ne comprenaient rien non plus et tout le monde était là en mode mais qu'est-ce qu'il faut faire? En fait il fallait passer sa carte, remettre, rentrer et repasser sa carte, en mode on n'aurait pas pu deviner. Et en fait quand on voit que certains japonais comprennent pas non plus, on se dit bon, ça va, on a de la marche finalement. On m'a posé la question aussi, si jamais genre, vous êtes à Osaka, vous partez dans 3 mois, et que vous voulez prévoir vos trajets, est-ce qu'il faut réserver à l'avance les trains? Quand vous prenez des trains locaux, vous n'avez pas besoin. Enfin, même en général, pour vous dire, je sais pas si c'est un très bon conseil, mais nous, quand on prend le Shinkansen, on le prend sur place. En fait, il y en a tellement souvent que vous n'avez pas trop besoin de réserver 1 million d'années à l'avance, surtout quand vous... Le métro, train et tout, il n'y a pas besoin de réserver. Vous avez différents types de trains au Japon. Il y a des trains, il y a des métros, il y a des trains qui vont vite, il y a des trains qui vont vite et il faut réserver une place, etc. Il faut savoir que dans un train normal, vous pouvez avoir des green
car, où tu sais, t'as des wagons, on est tous entassés comme ça, mais t'as les wagons, si t'as un peu plus d'argent, tu peux être assis comme ça, tu vois. Souvent, il y a écrit green car par terre, vous n'avez pas le droit. En général, si les gens ne font pas la queue là, c'est qu'il faut un billet spécial et que nous, on veut pas payer plus cher pour prendre un train, donc on préfère être collé aux gens. Que green car, c'est pas très clair. Enfin, je veux dire, c'est pas évident. Une petite option aussi avec des Limited Express. Ils ont ça beaucoup. Les Limited Express, c'est des trains qui vont plus vite et qui coûtent plus cher et qu'il faut souvent des places. Et ça, c'est un gros mystère parce que souvent, vous avez une place à acheter, mais il faut acheter un ticket plus cher en plus. Et des fois, je suis là en mode, je piche rien, je comprends rien. Pourquoi j'achète une place plus un ticket de la place? Ça coûte le double. Enfin, si vous prenez des Limited Express, faites attention parce que votre IC card ne marchera pas. Là, c'est vraiment un ticket spécial. Si vous voyez une machine de tickets en mode il faut des tickets, là vous posez un peu la question. Parce que souvent vous pouvez pas... Bon, au pire, si vous montez et vous le savez pas, vous payez en sortant, vous allez vous faire arrêter, vous allez pas en prison, hein, c'est pas... Une question aussi qui revient pas mal, les JR Pass. Alors, pour être honnête, on n'en a jamais pris. Ça peut être intéressant, ça dépend en fait comment vous voyagez, mais en gros, les JR Pass, ils sont soumis à une périodicité. C'est-à-dire c'est dans le temps de une semaine précise, vous payez tant, et vous pouvez faire autant de voyages que vous voulez, enfin, il y a plusieurs options. Mais nous, en général, les jours indiqués par le JR Pass ne nous correspondaient pas, on bougeait pas assez sur cette semaine-là, mais on bougeait sur la semaine d'après, enfin bref. Après, ça peut être intéressant que vous fassiez un calcul par rapport à vos déplacements sur le temps voulu. Pour ça, Google Maps est très bien, il vous donne aucun doute, enfin faites-lui confiance, il vous donne les tarifs réels de ce que vous voulez faire comme trajet. Donc vous pouvez dire, ok, si cette semaine-là, j'ai prévu d'aller là, en grande distance, ça me coûterait tant avec Google Maps, donc à l'unité, versus qu'est-ce que ça peut me coûter avec un JR Pass. Nous, ça nous a jamais été assez intéressant au point de prendre le JR Pass. First thing. Deuxième chose, j'aimerais juste parler du train, donc le train à grande vitesse, le Shinkansen, et les bus au Japon. Le Shinkansen, c'est pratique, c'est très confortable et je trouve que c'est une expérience quand même à vivre si vous voyagez au Japon, mais à noter que c'est probablement l'un des transports les plus chers au Japon. Après, c'est pas non plus 1 milliard de dollars. Là, on a regardé en temps réel pour vous donner un exemple. Si vous voulez faire Tokyo-Osaka, je donne le plus parlant, on va dire, ça peut vous revenir à 80 € par personne. Il y a des solutions, on en parle, parce que là j'ai une petite partie un peu comment faire des économies, mais vous savez, il y a des bus, je sais pas, qui vont mettre peut-être 5, 7, 8 heures à faire le trajet, qui coûtent peut-être 2 fois moins cher. Mais voilà, c'est à vous de voir, est-ce que vous voulez passer 8 heures dans un bus et économiser 40 € ou payer 80 € un trajet, aller, et gagner 3 heures, 4 heures dans la journée. C'est ça, c'est chacun ses choix, waouh, c'est dur à dire. Chacun sa façon de voyager, chacun son budget. Et donc un truc important pour le Shinkansen, nous ce qu'on fait en général, allez, on va dire, je sais pas si c'est un bon conseil en fait, mais on n'a jamais acheté à l'avance un billet de Shinkansen, genre à l'avance, c'est-à-dire sur place, 3 jours ou 2 jours ou 1 jour avant grand max, mais pas plus. Surtout en fait, si vous faites des destinations prisées, genre effectivement Tokyo, Osaka, etc., peut-être la veille, mais en fait, sachez que je pense que les 15-30 minutes, vous avez un Shinkansen dans la journée. Oui, pour être sûr d'être côte à côte, c'est vrai que c'est pas mal quand même de le faire, mais en fait, vous avez pas, no stress, vous avez pas besoin de le faire depuis la France, hein, franchement, imaginez-vous que ça passe autant qu'un RER. Le Shinkansen, c'est fou, non? Si vous prenez le bus, juste 2 petits trucs à vous dire. En général, vous prenez le bus par l'arrière. De toute façon, il y a écrit sortie, entrée. Vous prenez le bus à l'arrière parce que vous bipez à l'arrière et vous rebipez en sortant. Voilà. Ça, c'est quand vous prenez un bus qui n'a pas un prix unique sur le trajet. Attention, et c'est là que ça devient drôle, certains bus ne prennent pas la IC card. Vous payez en liquide ou carte bleue. Ça existe aussi en carte bleue, mais c'est pas toujours. Donc vous avez un ticket à prendre en arrivant et vous ressortez par l'avant, interdit de sortir par l'arrière, vous sortez par l'avant, vous donnez votre ticket et soit vous payez en liquide, soit vous payez en carte bleue si le bus le prend. Nous, on avait un jour où on avait que l'IC card, on n'avait plus de liquide parce que l'endroit où on était, il n'y avait pas de combini. On ne pouvait pas retirer d'argent ce jour-là, d'accord? Le bus ne prenait pas la carte bleue et on n'avait pas de liquide. Et on n'avait qu'une IC card qui ne prenait pas. Voilà. Et on fait comment? Franchement, on fait comment? Et en fait, on avait, mais genre à quelques yens près, l'argent en liquide. Vraiment, mais c'était ridicule. En plus, c'était une somme genre 3 €. Mais peut-être qu'on avait 3 € et 15 centimes, quoi, à deux. Bah, c'était fou. Donc si ça coûtait 3 € et 50 centimes, qu'est-ce qu'on aurait fait? On trouvait rien, on ne pouvait rien, on pouvait retirer nulle part, il y avait rien. Pourquoi je vous raconte ça? Pour vous dire qu'il y a un système d'entrée par l'arrière en général, et vous sortez par l'avant parce que vous payez. Bien sûr, personne ne fraude, ce n'est pas possible. Si jamais vous devez rentrer par l'avant, c'est que c'est un tarif unique. Donc vous pouvez ressortir après par l'arrière. C'est clair?
Ou c'est pas clair? Ok, on arrête les transports, on passe à la question suivante. La question suivante, c'est quelle langue parler? C'est un vaste sujet. La légende dit que les Japonais ne parlent pas anglais. C'est vrai, c'est faux, ça dépend. En fait, c'est un peu dur à dire. Si vous êtes dans des endroits... En fait, ça t'arrive, quand t'es dans des endroits touristiques, si un mec te parle anglais, genre, je sais pas, vous êtes combien d'eux, nan, ça, y a aucun souci, il parle anglais. Il y a des endroits où, je pense même d'ailleurs, ils mettent des personnes étrangères ou des personnes qui gèrent très bien l'anglais pour gérer aussi l'afflux de touristes. Mais ça dépend, franchement, ça dépend grave. Vous pouvez être dans des endroits un peu perdus et ils parlent bien anglais, vous pouvez être des endroits hyper touristiques qui parlent pas anglais. Donc, c'est pas une généralité, je sais pas trop dire. En tout cas, il y a quelque chose que j'ai un peu appris. Et qu'on m'a dit, si c'est bon à dire parce que c'est pas peut-être général, il faut savoir que globalement les touristes quand ils vont au Japon, bah, ils ne parlent pas japonais, ça ils ont l'habitude. C'est pourquoi ils se sont adaptés, les japonais, dans les services notamment. Par exemple, si vous êtes à la gare et tout, ils ne parlent pas l'anglais, et ben ils ont des papiers pour vous expliquer. Ils ont des traducteurs pour vous expliquer. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est ne pas hésiter à utiliser un traducteur parce que eux, ils ont l'habitude. Je trouve qu'ils ont l'habitude et que s'ils voient que vous parlez pas, ça ne va pas les empêcher de vouloir vous aider. Je trouve en général. Je suis allée au Japon, enfin la première fois, je parlais rien de japonais et on utilisait tout le temps Google Trad et tout. Et donc voilà. Deuxième fois où je suis allée, je parlais un petit peu plus déjà, un petit peu plus. Et ce que je disais moi, en fait, on m'a dit, je sais pas si c'est forcément vrai, mais qu'en gros, si tu vas parler à un japonais, en lui parlant anglais direct, bah ça peut le bloquer en fait, ça peut lui faire peur en mode genre tu vois ou pas. Un peu le stressé quoi, tu vois. Je sais peut-être pas tout le monde, mais en tout cas c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit si tu dis un mot en japonais, ça peut ouvrir son cœur. Ça aussi je sais pas si c'est vrai. Genre si tu dis sumimasen et qu'après tu fais ta phrase en anglais, pour moi le problème n'est pas résolu pour autant. Vous utilisez un traducteur. Par contre, ne vous étonnez pas, ça va dépendre des japonais, des gens que vous rencontrez, mais il y en a qui vont vous parler comme si vous êtes censé parler le japonais. Souvent en combini, par exemple, on va vous poser les mêmes questions. Est-ce que tu as besoin de baguette? Mais ils vont te le demander en japonais. Est-ce que tu veux que je te réchauffe ça? Mais ils vont te le demander en japonais. Est-ce que tu as besoin d'un sac? Mais ils vont te le demander en japonais. En fait, c'est un peu comme un starter pack de choses. Si jamais vous voulez que j'en fasse un petit contenu dessus, genre qu'est-ce qu'on vous demande le plus en japonais pour rien que ton oreille soit habituée et que tu sois pas en mode qu'est-ce qu'il me demande? Voilà, n'hésite pas. Mais par exemple, n'hésitez pas, je vous ai tutoyé, je suis un peu mal polie. Mais par contre, par exemple, dans les combini, quand vous allez au combini et tout, et bah pareil, s'ils vont te demander un sac en japonais, soit ils vont te le mimer, quand ils voient que tu comprennes pas, soit il y a des photos de sacs, il y a des photos de baguettes, il y a des photos de trucs à réchauffer. Donc ça pareil, ils sont très... je trouve quand même c'est assez visuel. Il se peut que dans certains restos, vous ne compreniez rien parce que tout est écrit en japonais, ça c'est totalement possible. Mais quand vous êtes dans des spots touristiques, bah, ils ont l'habitude franchement. Application gratuite Google Trad, mais j'ai pris aucune application payante. Quelle application est-ce que je trouve très utile? Eh ben ça tombe bien, j'en ai pas mal. The first one, je dirais Google Maps. Oh bah c'est pas très original. Non mais c'est vrai aussi, on n'est pas tous censés savoir que Google Maps marche très bien. Par contre faites attention Google, des fois, si vous avez des longs trajets, j'ai l'impression qu'il veut te faire payer le plus cher aussi. Je me méfie un peu de Google aussi, mais bon. Deuxième appli. Alors, si vous voulez faire du vélo, je vous conseillerais de télécharger en amont Hello Cycling. Donc nous on a essayé Hello Cycling, c'est pour ça que je dis Hello Cycling, mais il y a peut-être d'autres trucs connus de vélo. Loop, voilà, je sais pas. Mais en fait, cette application, quand on l'a téléchargée au Japon, ça nous a demandé un numéro un code sur notre, pour activer notre compte sur notre SMS quoi. Mais sauf qu'on n'avait pas de truc, donc on a dû appeler quelqu'un pour qu'il nous donne le code depuis la France. Donc si vous voulez faire du vélo, ça vous coûte rien de télécharger l'application, elle est gratuite. Et en gros c'est un peu le système de vélo en libre service que vous pouvez remettre à recharger dans la station et tout. Et l'appli elle est bien parce que du coup vous avez une map où ça vous dit où sont les vélos, à quel endroit, machin tout ça. Si jamais vous avez envie d'en faire, c'est pas mal. Et j'ai les tarifs pour vous parce que nous on l'a fait. Donc pour les 30 premières minutes ça vous coûte 80 centimes et après c'est 80 centimes toutes les 15 minutes. Et pour 12 heures d'utilisation, faut le faire, c'est 14 €. Donc nous on a déjà fait des petites balades au bord d'un canal à Tokyo, si vous avez du beau temps, ça peut être sympa. J'aimerais faire un petit point sur prévention des dangers, pas pour faire ma relou, mais c'est quand même important. Le Japon, c'est un pays qui est soumis à des catastrophes naturelles, beaucoup de choses d'ailleurs qui se sont passées cette année. La première chose, c'est l'application Yurekuru Call. Alors, c'est une application qui vous donne en temps réel, mais le nombre de tremblements de terre qu'il y a eu. Donc, c'est-à-dire que
Si on regarde, il y a 5 minutes, c'est sûr qu'il y a eu un tremblement de terre. Il y a 15 minutes, il y a eu un tremblement de terre. Mais vous avez différents niveaux d'intensité. Par exemple, ça va vous dire, je sais pas, dans la ville de Kumamoto, il y a eu une intensité 4. Voilà, ça vous permet de savoir si jamais vous êtes dans une zone où il y a eu un tremblement de terre, vous savez à quel niveau c'est, sachant que niveau 3, vous sentez les secousses, niveau 4, ça secoue, niveau 5, il y a l'alarme qui sonne de votre téléphone. 6, 7, c'est chaud. À Kumamoto, il y a eu récemment le tremblement de terre niveau plus que 7 et ça fait des morts, des explosions d'un bâtiment avec une fuite de gaz, ça détruit des ponts, enfin voilà, c'est vraiment horrible. Niveau 5, vous avez vraiment votre bâtiment plutôt qui va faire ça peut faire tomber des choses là où vous êtes, mais no worries. Si je peux vous donner un conseil par rapport à ça, dites-vous que si vous sentez un tremblement et que le téléphone n'a pas sonné, c'est que normalement, ça va. Ça peut être impressionnant, mais ça va. Si votre téléphone sonne, c'est pas que vous allez mourir, c'est que, je sais pas, si vous faites un truc, du jardinage, ou je sais pas ce que vous faites attention parce que ça va vraiment, vous pouvez... voilà, ça va secouer. Et puis de vous mettre plus ou moins à l'abri si vous sentez que vous êtes dans un endroit qui est pas ouf, ça sonne mais vraiment 3 secondes avant que ça arrive, donc c'est hyper impressionnant. Toujours par rapport à ça, vous n'êtes pas obligé de suivre ce que je dis, moi je trouve que c'est utile, moi j'utilise en tout cas. J'ai téléchargé l'application NHK World. En fait, ça traduit en direct des actualités. Donc si jamais vous avez quelque chose que vous voulez suivre au Japon, quelque chose qui se passe au Japon, vous avez la notification en anglais sur votre téléphone. Moi je trouve que c'est bien de savoir ce qui se passe dans le pays dans lequel vous êtes. S'il y a une catastrophe, s'il y a des inondations, s'il y a des machins, et c'est traduit. Une autre chose, alors au Japon, si vous êtes au courant ou pas, vous savez qu'il y a, ou pas, beaucoup d'ours. Des attaques d'ours. Le Japon majoritairement composé de forêts et depuis quelques années les ours viennent dans les villes et peuvent être aperçus tout simplement dans leur milieu naturel où on peut se rendre pour des randonnées, des visites de temples, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont dans des zones boisées, dans des zones de forêt tout simplement. On devait aller dans un temple et en fait on s'était rendu compte que la veille il y avait eu 2 ours qui ont été aperçus et on s'est dit oula, je ne veux pas jouer avec ça. Mizu, c'est une application où vous pouvez avoir des points d'eau répertoriés sur une map si vous êtes à côté et que vous voulez remplir votre gourde. Je trouve que c'est utile au lieu d'acheter des bouteilles d'eau. Faites attention parce qu'en fait il y a pas mal d'endroits où l'eau n'est pas forcément potable. Ça on ne vous le dit pas forcément mais on l'a appris en parlant avec des japonais où ils disent voilà, bois pas l'eau du robinet ici c'est pas ouf. Et voilà, souvent dans les hôtels quand l'eau est potable il y a écrit good to drink. S'il n'y a pas écrit on fait pas confiance j'avoue. Et vous pouvez remplir dans ces points d'eau. Faites attention, il y a des points d'eau qui sont répertoriés, mais c'est pas pour boire. Il y a écrit en japonais. S'il y a un truc écrit en japonais, faites-le traduire parce que souvent il y a écrit n'est pas bonne pour boire, mais plutôt pour se rafraîchir. Et un dernier, je sais que ça existe, enfin il y a pas mal de... Renseignez-vous parce qu'en fait on n'est pas fumeur, mais je crois qu'il existe des maps pour ceux qui sont fumeurs parce que vous ne pouvez pas fumer dans la rue. Vous avez des coins où savoir où fumer. Il y a des applis qui existent pour savoir où sont les toilettes au Japon, mais honnêtement il y a tellement de toilettes partout, je trouve que... Enfin, moi, j'ai jamais ressenti le besoin de télécharger une application de toilettes au Japon. Il y en a partout, des toilettes, il y en a partout. Et en plus, c'est souvent magnifiquement propre. Une autre question, faut-il changer d'endroit quand on voyage au Japon? En fait, c'est personnel, je trouve. Oui, je dirais oui, il faut voir plusieurs villes, mais ça dépend de combien de temps vous avez. En fait, moi, juste un truc, si je peux me permettre de dire. Je trouve personnellement que c'est un peu dommage de speedrun. À force de faire plein de petits trucs, vous loupez un peu l'essence de l'endroit où vous êtes un petit peu. Je trouve juste ça dommage. On a rencontré des personnes, par exemple, qui ont voyagé à Tokyo, qui n'ont rien programmé parce qu'ils voulaient un peu découvrir en mode backpacker. Il n'y a aucun problème à ça. Mais du coup, quand on a parlé avec cette personne-là, et en fait, il y a 90% de Tokyo qu'il n'avait pas fait parce que du coup, il n'avait pas organisé et qu'il devait repartir dans quelques jours. Et voilà. Je trouve ça, c'est juste un petit peu dommage parce que, ouais, t'es allé à Tokyo, mais t'es passé à côté de 30 milliards de trucs, c'est trop dommage. Et bien sûr, vous pouvez vous déplacer hyper facilement, c'est bien de voir leurs aspects. Oui, il y en a pareil qui aiment aller que à Tokyo, et c'est ok. Mais par contre, quand vous êtes dans un endroit, je trouve que ça sert à rien de changer dans le même endroit. Je m'explique. Par exemple, à Tokyo, vous êtes à Tokyo. Tu vas pas changer de quartier, changer d'hôtel, de trucs. Moi, je trouve que ça sert à rien. Pareil, ça aussi, quand vous êtes, par exemple, quand vous allez plus vers Osaka, Kyoto, il y en a qui vont à Kyoto et puis ils vont dormir aussi à Osaka. En fait, depuis Osaka, Kyoto, c'est genre 1 heure de train. T'as pas trop besoin. Moi, je trouve que t'as pas trop besoin de dormir à Kyoto et à Osaka quand c'est si proche en termes de train. Voilà. Kyoto, Nara, Osaka, c'est assez proche tout ça. Un seul spot, en général Osaka, parce que c'est parfois moins cher. Mais après, je peux aussi comprendre que Kyoto, t'as envie de quelque chose de traditionnel, peut-être un ryokan ou quelque chose voilà où tu vas rester 2 jours, puis après tu bouges. Je trouve que effectivement c'est bien de bouger,
mais ça ne sert à rien de bouger dans une proximité où t'as un truc à 1 heure de transport de métro, quoi. Vous me demandez Airbnb ou hôtel? Alors, je peux pas conseiller quelque chose que je n'ai pas fait. Par exemple, je n'ai jamais réellement fait d'Airbnb. On passe par Booking et on regarde le moins cher. On n'a jamais eu de problème en prenant des hôtels pas chers, voilà, il n'y a jamais eu de trucs complètement miteux ou loufoques ou peu importe. Je dis pas qu'il faut pas prendre Airbnb, hein, c'est juste que on n'a jamais fait. On arrive pour certains hôtels à s'en sortir à aller, on va dire, 25 € la nuit, en fonction de... C'est pareil, ça va dépendre où vous voulez être logé. Si vous voulez être à Tokyo, 25 € la nuit par personne, c'est quasiment impossible, je pense. Surtout si vous voulez certains quartiers. Les hôtels, je trouve qu'ils sont très bien. On a testé aussi parfois des appart-hôtels. Super. Dernière question est très vague, c'est quel budget prévoir? Alors c'est un peu drôle parce que j'ai eu les personnes qui m'ont dit pour se faire plaisir et puis j'ai des personnes qui m'ont dit pour être économe. J'aimerais bien faire une sorte de vidéo aussi un peu guide du rat pour rigoler, car je suis moi-même rat. Des tips qui sont utiles, si ça vous intéresse n'hésitez pas, comme ça hop je vous produis ça. En fait ce que je vais vous faire c'est que quand on est allé la deuxième fois au Japon, on avait tout noté justement pour en parler, donc je peux vous dire. Budget réaliste. Pour l'avion. Il y a des gens qui vont dire Quoi, mais moi j'ai voyagé pour 200 € d'avion. Comment est-ce que tu peux mettre 1000 € dans un billet d'avion? en fait, ça dépend du vol, ça dépend de la compagnie, ça dépend du temps. Ça compte à peu près 13-14 heures quand vous avez un vol en direct. Il y en a avec des escales, ça peut durer 24 heures, ça peut durer 17 heures, voilà. Il y en a qui n'ont pas envie de faire des escales, il y en a qui n'ont pas de jours, assez de jours dans leurs vacances pour faire des escales, et puis il y a plein de choses différentes qui rentrent en jeu. Nous, on avait payé les billets 1100 € par personne, avec Japan Airlines, donc en plus c'est hyper cher Japan Airlines. Si vous voulez en vol direct, vous avez les compagnies comme ANA qui sont peut-être un peu moins chères. Enfin, nous on avait essayé la dernière fois, c'était moins cher, mais 2 bagages en soute de 23 kg chacun, plus un bagage cabine. Ça faut prendre en compte parce que c'est facile aussi. Les gens disent oh mais j'ai payé 500 €, mais ils vous disent pas combien d'heures d'escale ils ont fait, ils vous disent pas comment c'était à l'intérieur de l'avion, ils vous disent pas quel bagage ils ont, etc. Bon, c'est un vaste sujet, vous pouvez faire des économies sur le vol, ça c'est sûr et certain. Il y a des vols qui sont beaucoup plus chers que 1000 € aussi. Ça c'est à voir, ça dépend de la période, de plein de choses. Mais moi je vous dis ce que nous, on a réellement payé. Ensuite, les logements. On en a eu pour 3 semaines pour 788 € par personne. On avait pas mal bougé, ouais, effectivement on avait pas mal bougé, on avait fait Tokyo, on était remonté vers le nord, on était parti vers le sud et tout. Les transports, on en a eu, quand on dit transport là c'est vraiment bus, transport en commun. 152 € par personne pour 3 semaines. Ok. Shinkansen, alors là, on avait Krakos, très cher le Shinkansen, et je vais vous expliquer pourquoi, en fait, je me souviens pourquoi. 459 € par personne. Pourquoi? Parce que depuis Osaka, on avait pris le Shinkansen pour aller dans des villes. Ouais, il me dit un Shinkansen, allez, Okayama en Shinkansen, et hop là, 40 € par-ci, 50 € par-là, et puis 40 € le retour. Mais ça, pourquoi les trains chers? On avait vu, oh, les trains, les Shinkansen, c'est trop bien. C'est bien, mais Osaka, Imeji en Shinkansen, doucement en fait. Très rends compte que c'est un peu cher. Donc si vous êtes économe, ne prenez pas le Shinkansen pour faire des villes pour une journée. Enfin, je trouve que c'est... Enfin, si vous êtes économe. Après, si vous voulez pas être économe, c'est ok, ouais. Mais c'était stylé hein, quand on était allé à Imeji et tout, très stylé. Les restaurants, les repas, 194 € par personne pour 3 semaines. Faut savoir qu'il est vrai qu'au Japon, ça ne coûte pas trop cher. Moi, je trouve que ça va. Un ramen, vous allez en avoir pour 6 €, 7 €, 8 €. Un petit bento pour 3 €. Une petite glace pour 1 €. Des bubble tea pour 3 €. Enfin voilà, vous avez vraiment des tarifs qui sont moins chers. Vous pouvez bien manger. Les activités, donc ça doit englober peut-être les musées, 72 € par personne pour 3 semaines. Les grignotages friandises, donc 128 € par personne. Internet, on avait payé 40 € à 2. Les dépenses perso, je ne préfère pas vous les dire. Bah, tu peux avoir pour un même voyage 1000 € d'écart en fonction de tes dépenses. Pour répondre à la question comment être économe, je pense que là où vous pouvez le plus faire attention à votre budget, ça va être pour les transports. Donc, est-ce que vous préférez marcher 30 minutes ou prendre un métro qui vous y emmène en 5 minutes? Enfin, ça peut être des exemples comme ça. Vous préférez prendre le Shinkansen, faire 2 heures et payer 80 € ou prendre un bus qui vous mettra 8 heures de nuit et faire le trajet à 30 €. Il y a pas mal de petits trucs comme ça qui rentrent en compte. Est-ce que vous voulez faire des restos qui coûtent cher parce que c'est une fois dans sa vie, ou plutôt vous êtes sur des bento parce que ça vous suffit et puis vous n'êtes pas très intéressé par la gastronomie? En fait, ça va dépendre de plein de petits trucs.
Si vous allez dans des arcades, bah vous allez forcément mettre un peu d'argent pour jouer aux pinces et machin. Bah si vous savez que vous pouvez jouer à ça et que vous préférez économiser votre argent, bah vous jouez pas. Enfin, ça dépend de trop de facteurs. Moi, je vous ai donné un budget réaliste en se faisant plaisir, pour le coup. En faisant quand même un petit peu attention, on n'était pas non plus sur des trucs, mais voilà, on n'a pas eu trop de restrictions. Ça va. Ça saoule aussi certaines personnes. Il y en a qui sont en vacances et qui n'ont pas envie de penser à ça. Et au contraire, il y en a qui sont en vacances mais qui ont envie de faire des économies. J'espère que j'ai été claire. Si jamais vous avez des compléments à donner en commentaire, n'hésitez pas à le faire. Et si vous avez d'autres questions à poser, n'hésitez pas aussi à le faire. J'y répondrai avec grand plaisir, soit en vidéo, soit en commentaire. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, basé principalement sur le Japon, et sur TikTok plus axé pop culture. J'ai également un site internet sailornezel.com qui vous permet d'avoir pas mal d'infos sur le Japon. On l'a réalisé très récemment, donc je suis en train de l'alimenter. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Bye!